Au début de ma carrière, j'étais un jeune cadre motivé cherchant à réussir dans l'industrie bancaire. Fraîchement diplômé de l'université, j'ai rapidement gravi les échelons, gagnant le respect de mes collègues. Mon travail acharné a été récompensé par une promotion significative et une prime généreuse. La vie semblait parfaite avec une carrière prometteuse, des amis solidaires et une belle fiancée nommée Georgia. Nous planifions notre mariage et tout semblait se mettre en place. Cependant, mon travail exigeait de longues heures et j'ai remarqué des changements subtils dans le comportement de Georgia. Autrefois affectueuse et attentive, elle semblait maintenant distante. J'ai attribué cela au stress pré-mariage, mais le malaise persistait. Malgré mes efforts pour renouer, la distance entre nous augmentait, me faisant questionner notre relation. Un soir, alors que j'étais chez un ami, j'ai vérifié mon téléphone connecté aux caméras de sécurité de mon appartement après avoir entendu des bruits étranges. À ma grande surprise, j'ai vu Georgia avec mon témoin et un autre garçon d'honneur. C'étaient les mêmes amis qui venaient de fêter avec moi un voyage sur la Gold Coast. Nous avions passé le week-end à profiter des courses, d'un casino et de la piscine. Le dimanche, nous avons été priés de quitter notre hôtel en raison d'une plainte pour bruit et avons trouvé des pilules dans notre chambre. Incapables de trouver de nouveaux logements, nous avons pris un vol de nuit pour rentrer à Sydney. Mes amis restants ont insisté pour continuer la fête chez Tony. Malgré la nausée due à tout l'alcool, j'ai accepté par appréciation pour leurs efforts. Georgia était à son enterrement de vie de jeune fille à Sydney et je n'étais pas surpris lorsque mon appel est allé à la messagerie vocale. Georgia avait emménagé avec moi 2 mois plus tôt après la fin de son bail. J'avais récemment acheté un penthouse de 2 chambres, ce qui rendait pratique son déménagement. Ses parents, bien que stricts catholiques, m'aimaient bien et étaient heureux de notre mariage imminent. Chez Tony, mes amis se sont rapidement endormis et je suis allé dans une chambre pour un repos bien mérité. Soudain, j'ai reçu un texto de mon voisin du bas se plaignant du bruit. Confus, j'ai répondu pour clarifier l'erreur, seulement pour recevoir un autre message m'accusant de causer une perturbation avec Georgia. Choqué, j'ai réalisé que quelque chose allait terriblement mal. Maintenant, j'étais confus. Il semblait sûr d'avoir le bon numéro. Que se passait-il? Heureusement, j'avais un moyen de le découvrir sans bouger. Le penthouse, rénové par le précédent locataire, avait des caméras d'accès à distance installées par son père milliardaire surprotecteur. Lorsque j'ai acheté l'appartement, l'agent avait configuré le système sur mon téléphone. Je ne l'avais utilisé que quelques fois, mais maintenant, c'était crucial. Je me suis connecté, j'ai choisi la caméra du salon et j'ai vu des bouteilles de bière, des verres à vin, un bang et un sac de pilules sur la table basse. Il n'y avait personne mais des vêtements étaient éparpillés. Entendant du bruit ailleurs, j'ai basculé sur la caméra de la chambre. À la lumière de la lune, j'ai vu un enchevêtrement de corps sur mon lit. J'ai reconnu les voix, c'était ma fiancée et mes amis. Mon cœur s'est serré en réalisant la trahison. Sentant un mélange de rage et d'incrédulité, je savais que j'avais besoin d'un plan de vengeance. En vérifiant les enregistrements, j'ai vu que le disque dur contenait 24 heures de séquence. La vidéo n'était pas claire en raison d'un éclairage médiocre, mais leur conversation était incriminante. Georgia et les gars parlaient du mariage avec Tom se vantant d'un plan pour me distraire pendant qu'ils s'amusaient. Georgia mentionnait ne pas utiliser de contraception, jouant à la roulette russe avec notre avenir. Dégoûté, je me suis déconnecté du système. Le disque dur continuait d'enregistrer dans un placard caché. Incapable de dormir, je suis allé au salon où Tony et Jeff ronflaient. J'ai résisté à l'envie de frapper Tony, j'ai pris une bière et j'ai feuilleté un vieux journal. Un titre a attiré mon attention, « La police met en garde contre la consommation d'alcool ». Il mentionnait un groupe ciblant les femmes ivres. Une idée s'est formée. Juste à ce moment-là, mon téléphone a de nouveau buzzé. Mon voisin avait déposé une plainte pour bruit auprès de la police. Parfait. J'ai appelé la police, prêt à mettre mon plan en action. Vous avez atteint la police de Nouvelle-Galles du Sud, comment pouvons-nous vous aider? Demanda le répartiteur. Oh mon Dieu, vous devez aller dans mon appartement, ma fiancée pourrait être en danger, dis-je hystériquement. Calmez-vous, monsieur, pouvez-vous me donner des détails? Répondit le répartiteur. Comment puis-je me calmer? Appelez quelqu'un immédiatement. Exigez-je. Pourquoi pensez-vous que cela se produit, monsieur? Demanda calmement le répartiteur. Mon voisin s'est plaint du bruit mais je ne suis pas là,
je suis ici. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, je vous en prie, expliquai-je. Comment savez-vous que votre voisin s'est plaint? Demanda-t-elle. Il m'a envoyé un message, puis a dit qu'il avait déposé une plainte pour bruit. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, je vous en supplie, expliquai-je. À quelle adresse la plainte pour bruit a-t-elle été déposée? S'enquiert-elle, me donnant l'impression de parler à un centre d'appel. Je lui ai donné mon adresse. Veuillez patienter un moment, ordonna-t-elle. 30 secondes plus tard, elle revint. Je vous transfère, dit-elle. Après encore 30 secondes, une voix d'homme se fit entendre. Ici le sergent Potts de l'unité des crimes sexuels, qui est à l'appareil, demanda-t-il. Dieu merci, je suis Adam Spencer, s'il vous plaît envoyez quelqu'un pour ma fiancée, quelque chose de terrible est en train de se passer, feignis-je de pleurer. Nous avons une unité à proximité, est-il possible que ce soit quelqu'un d'autre ou qu'elle ait quelqu'un là-bas? Questionna le sergent Potts. Pleurnichet n'aidait pas, alors. J'ai essayé la colère. Nous nous marions dans 3 semaines. Si ce retard lui fait du mal, je vais vous poursuivre en justice, vous et le département. J'irai à la télévision et j'écrirai à tous les journaux en utilisant votre nom, menaçai-je. Calmez-vous, monsieur. Nous allons enquêter. Quel est le nom de votre fiancée et que faisait-elle ce soir? Demanda le sergent Potts, essayant de me calmer. Georgia. Elle est allée à une fête de célibataires à King's Cross, répondis-je. D'accord, nous avons une unité dans le coin et ils vont passer. Appelez-vous depuis votre portable? Nous avons besoin du numéro pour vous tenir informé, expliqua-t-il. Oui. Dois-je y aller aussi? Demandai-je, encore paniqué. Non, restez en place jusqu'à ce que nous revenions vers vous, m'instruisit-il avant de raccrocher. Cela ne s'était pas passé comme je l'espérais. Je voulais qu'il se précipite immédiatement. 20 minutes plus tard, mon téléphone bipa avec un texto de mon voisin. Désolé mec, je pensais que c'était toi. La police est en route avec des armes et des casques et tout. J'espère que Georgia va bien, je prie pour vous deux. Mon Dieu, ils l'ont cru. Je me suis reconnecté au système de sécurité et j'ai basculé sur la caméra du salon. Je n'ai rien vu au début, mais 3 minutes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. 2 agents en gilet pare-balles, pistolets dégainés, entrèrent, signalèrent, et 4 autres suivirent. J'ai basculé sur la caméra de la chambre où le chaos éclata. La police fit irruption en criant « Police armée, à terre ». Tom et Carl furent rapidement menottés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Tom. « Ce sera la dernière fille que tu verras pendant un moment, » rugit un officier. « Quoi? Elle n'était certainement pas contre, » ajouta Carl. Ils traînèrent les gars dehors. Une policière enveloppa Georgia dans une couverture pour la calmer. « Ça va Georgia, vous êtes en sécurité maintenant. Le sergent va appeler votre fiancé pour qu'il nous rejoigne à l'hôpital, » l'assura-t-elle. Isle Hospital? Demanded Georgia, confused. Oui, nous allons vous examiner. Voulez-vous que votre mère soit là? L'hôpital a une excellente équipe pour les survivants, proposa la policière. Georgia avait l'air abasourdi. Des survivants? Balbutia-t-elle. Ça va, chérie. Ils ne peuvent plus vous faire de mal maintenant. Prenez votre temps, les ambulanciers seront bientôt là, la rassura la policière. Ce sera intéressant. Va-t-elle mentir ou admettre que c'était consensuel et montrer sa vraie nature? Tout le monde ici sait qu'elle est fiancée. J'ai basculé sur les caméras pour vérifier Tom et Carl. Ils étaient assis en sous-vêtements alors qu'un flic les interrogeait sur les pilules, mais ils restaient silencieux. Je pense que vous êtes passés dans le territoire des dealers, risquant au moins 3 ans de prison. Aidez-nous maintenant et nous pourrons tous aller nous coucher tôt, les pressa le flic, mais ils restèrent silencieux. D'accord, comme vous voulez. Emmenez-les au poste, ordonna le flic. Les agents emmenèrent les garçons. Un autre officier fit signe à la femme de sortir et ils parlèrent à voix basse. Après un moment, l'homme sortit son téléphone portable et appela. Mon téléphone se mit à sonner. Allô, essayez-je de paraître aussi anxieux que possible. Monsieur Spencer, ici le sergent Potts, dit-il. Que s'est-il passé? Avez-vous trouvé Georgia? Est-elle en sécurité? Le bombardez-je de questions. Calmez-vous, monsieur Spencer. Nous avons trouvé votre fiancée. Elle sera emmenée à l'hôpital bientôt, répondit le sergent Potts. Est-elle en sécurité? Demandai-je avec urgence. Oui, c'est juste par précaution.
Nous serons à Saint-Vincent dans environ 10 minutes. Appelez-moi quand vous arrivez et je vous donnerai plus de détails, m'informa-t-il avant de raccrocher. Avant que je puisse en dire plus, j'ai hérité un taxi et quitté la maison de Tony. Incertain de la façon dont la police allait gérer la situation, allait-il croire Georgia ou Tom et Carl? Je devais rester alerte pour gérer cela. À l'hôpital, un constable m'a rencontré et m'a conduit dans une salle annexe. À l'intérieur, un homme grand et mince avec un nez crochu était au téléphone. Le constable lui dit que j'étais là. L'homme termina son appel et s'approcha de moi avec une main tendue. « Staff Sergent Potts » dit-il en me serrant la main. « Adam Spencer. »« Où est ma fiancée » demandai-je. « Elle est avec le médecin. Vous la verrez bientôt, mais j'ai besoin de vous parler d'abord. » Il pointa une chaise et nous nous assîmes. 5 agents armés sont entrés dans votre appartement et ont détenu 2 hommes. Ils sont en train d'être interrogés, commença-t-il. Votre fiancée Georgia. J'interrompis, Georgia est en train d'être examinée. Elle aura bientôt fini. En attendant, j'ai quelques questions pour vous, continua-t-il. Est-ce nécessaire? Demandai-je, irrité. Oui, son bien-être est notre priorité, affirma-t-il fermement. Je veux la voir, murmurai-je. Et vous le ferez. Mais d'abord, où étiez-vous ce soir? Demanda-t-il. Pourquoi cela importe-t-il? Rétorquai-je. Si vous étiez chez vous, Georgia ne serait pas ici, fit-il remarquer. J'étais chez un ami. Nous sommes revenus tard de Brisbane et un de mes amis a insisté pour que je reste chez lui, expliquai-je. Où était-ce, Sanquille? Randwick, un quartier voisin, répondis-je. Quand votre voisin vous a-t-il contacté à propos du bruit? Continua-t-il. Je vais vérifier sur mon téléphone. 23h45, répondis-je en regardant mon téléphone. Je veux vous montrer quelques photos. Dites-moi si vous reconnaissez ces hommes, dit-il en me montrant des photos. Est-ce la procédure standard? Demandai-je, sceptique. C'est juste une intuition. Ces deux-là ressemblent à des employés de bureau, pas à des criminels, nota-t-il. Il me montra des photos et j'agis choqué et en colère. Pourquoi avez-vous des photos de Tom et Carl? Demandai-je. Qui sont-ils? Demanda-t-il. Tom est mon témoin de mariage. Carl est un de mes garçons d'honneur. Pourquoi était-il dans mon appartement? Demandai-je, déconcerté. Ils étaient les 2 gars dévêtus que nous avons trouvés, répondit-il. Pourquoi n'étaient-ils pas à votre fête? Demanda-t-il. Ils ont quitté Brisbane plus tôt, disant qu'il avait du travail, répondis-je. C'est ce qu'ils ont dit, répliquai-je en m'affaissant sur ma chaise, essayant de paraître abattu. Une voix derrière moi interrompit. Excusez-moi, Mick, puis-je avoir un mot? C'était la policière de mon appartement. Pourriez-vous sortir, monsieur Spencer? Demanda-t-elle. J'ai laissé mon téléphone enregistrer la conversation. Ils parlaient doucement puis quittèrent tous les 2 la pièce. Je reviens tout de suite avec votre fiancée, m'assura le sergent Potts. Désolé, Georgia, murmurai-je en écoutant l'enregistrement. Nous avons fait toutes les vérifications. J'ai rédigé une déclaration mais elle ne l'a pas signée, dit la policière. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Demanda Potts. Cela semble étrange. Elle a eu une liaison mais le consentement ne semble pas être le problème. Son histoire ressemble à un scénario de télévision. Peut-être l'avons-nous surprise en train de faire une dernière folie avant le mariage, spécula-t-elle. Je suis d'accord. Les gars ne correspondent pas au crime. Son petit ami semble trop choqué, nota Potts. Comment devrions-nous procéder? Demanda-t-elle. Relisez la déclaration de Georgia. Peut-être vous rappellerez-vous ce que j'ai oublié de demander avant qu'elle ne signe. Rappelez-lui les pénalités pour parjure, conseilla-t-il. D'accord. Jusqu'où puis-je la pousser, s'enquiert-elle. Juste assez pour la faire peur et obtenir la vérité, instruisit Potts. Allons-y, dit-il en se levant. Ils quittèrent la pièce. Je devais rester alerte pour gérer cela. À l'hôpital, un constable m'a rencontré et m'a conduit dans une salle annexe. À l'intérieur, un homme grand et mince avec un nez crochu était au téléphone. Le constable lui dit que j'étais là. L'homme termina son appel et s'approcha de moi avec une main tendue. « Staff Sergent Potts » dit-il en me serrant la main. « Adam Spencer. »« Où est ma fiancée » demandai-je. « Elle est avec le médecin. Vous la verrez bientôt, mais j'ai besoin de vous parler d'abord. »
Il pointa une chaise et nous nous assîmes. 5 agents armés sont entrés dans votre appartement et ont détenu 2 hommes. Ils sont en train d'être interrogés, commença-t-il. Votre fiancée Georgia. J'interrompis, Georgia est en train d'être examinée. Elle aura bientôt fini. En attendant, j'ai quelques questions pour vous, continua-t-il. Est-ce nécessaire? Demandai-je, irrité. Oui, son bien-être est notre priorité, affirma-t-il fermement. Je veux la voir, murmurai-je. Et vous le ferez. Mais d'abord, où étiez-vous ce soir? Demanda-t-il. Pourquoi cela importe-t-il? Rétorquai-je. Si vous étiez chez vous, Georgia ne serait pas ici, fit-il remarquer. J'étais chez un ami. Nous sommes revenus tard de Brisbane et un de mes amis a insisté pour que je reste chez lui, expliquai-je. Où était-ce? S'enquit-il. Randwick, un quartier voisin, répondis-je. Quand votre voisin vous a-t-il contacté à propos du bruit? Continua-t-il. Je vais vérifier sur mon téléphone. 23h45, répondis-je en regardant mon téléphone. Je veux vous montrer quelques photos. Dites-moi si vous reconnaissez ces hommes, dit-il en me montrant des photos. Est-ce la procédure standard? Demandai-je, sceptique. C'est juste une intuition. Ces deux-là ressemblent à des employés de bureau, pas à des criminels, nota-t-il. Il me montra des photos et j'agis choqué et en colère. Pourquoi avez-vous des photos de Tom et Carl? Demandai-je. Qui sont-ils? Demanda-t-il. Tom est mon témoin de mariage. Carl est un de mes garçons d'honneur. Pourquoi était-il dans mon appartement? Demandai-je, déconcerté. Ils étaient les 2 gars dévêtus que nous avons trouvés, répondit-il. Pourquoi n'étaient-ils pas à votre fête? Demanda-t-il. Ils ont quitté Brisbane plus tôt, disant qu'il avait du travail, répondis-je. C'est ce qu'ils ont dit, répliquai-je en m'affaissant sur ma chaise, essayant de paraître abattu. Une voix derrière moi interrompit. Excusez-moi, Mick, puis-je avoir un mot? C'était la policière de mon appartement. Pourriez-vous sortir, monsieur Spencer? Demanda-t-elle. J'ai laissé mon téléphone enregistrer la conversation. Ils parlaient doucement puis quittèrent tous les 2 la pièce. Je reviens tout de suite avec votre fiancé, m'assura le sergent Potts. Désolé, Georgia, murmurai-je en écoutant l'enregistrement. Nous avons fait toutes les vérifications. J'ai rédigé une déclaration mais elle ne l'a pas signée, dit la policière. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Demanda Potts. Cela semble étrange. Elle a eu une liaison mais le consentement ne semble pas être le problème. Son histoire ressemble à un scénario de télévision. Peut-être l'avons-nous surprise en train de faire une dernière folie avant le mariage, spécula-t-elle. Je suis d'accord. Les gars ne correspondent pas au crime. Son petit ami semble trop choqué, nota Potts. Comment devrions-nous procéder? Demanda-t-elle. Relisez la déclaration de Georgia. Peut-être vous rappellerez-vous ce que j'ai oublié de demander avant qu'elle ne signe. Rappelez-lui les pénalités pour parjure, conseilla-t-il. D'accord. Jusqu'où puis-je la pousser? S'enquit-elle. Juste assez pour la faire peur et obtenir la vérité, instruisit Potts. Allons-y, dit-il en se levant. Ils quittèrent la pièce. Je stoppai la bande, me demandant ce que Georgia ferait. Il était temps de mettre ma vengeance en marche. Je composai un contact. Eric Town speaking, répondit Eric. Eric écrivait pour la section business dans une chronique de potin appelée CBD. Je l'avais rencontré à une collecte de fonds et nous nous étions bien entendus. Salut Eric, c'est Adam, le saluai-je. Adam, que se passe-t-il à cette heure-ci? Demanda-t-il, surpris. J'ai une histoire pour toi. Ta chronique de demain est-elle déjà terminée? Demandai-je. Je viens de la finir, ça a été calme. Tu as des potins chauds? S'enquit-il. Est-ce trop tard pour te le dire? Demandai-je. Si tu te dépêches, répondit-il. 2 jeunes XA sont dans une salle d'interrogatoire, révélai-je. Sérieusement? Puis-je utiliser des noms? Demanda-t-il, intrigué. Seulement si tu veux un procès, avertis-je. Je le mettrai dans la section Devine qui alors, décida-t-il. La chronique d'Eric avait une section Devine qui pour les potins juteux non nommés. C'était populaire parmi les travailleurs de bureau de la ville. Tom et Carl, dis-je calmement. Ton témoin de mariage et garçon d'honneur? Qui ont-ils attaqué? Demanda Eric. Ma fiancée, ou devrais-je dire mon ex-fiancée? Je ne pus cacher mon amertume. Oh, Eric fit une pause.
Je ne suis pas vraiment surpris. Qu'est-ce que ça signifie? Je haussai la voix, attirant un regard sévère d'une infirmière de passage. Il y avait des rumeurs à propos de Georgia et de son patron. Peut-être qu'elle était offerte comme incitation pour les clients, dit Eric. Merde, comment ai-je pu être si aveugle, murmurai-je. C'est ce qu'on appelle l'amour, Adam. Veux-tu que je publie cette histoire? Demanda-t-il. Oui, brûle-les, répondis-je. Considère que c'est fait, me rassura-t-il. Nous avons raccroché. Une policière s'approcha. Je suis constable Aven. Pouvons-nous parler? Georgia sera bientôt là et je veux aider vous deux, dit-elle. Je souris et laissai sa consultation être fastidieuse. Georgia arriva avec le sergent Potts. Je fis semblant d'être un fiancé concerné en la réconfortant tout en planifiant mes prochaines étapes. 3 membres de ma noce étaient en difficulté, mais il en restait encore 2 à gérer. Les officiers me donnèrent leur carte de visite et nous partîmes. Sur le chemin du retour, Georgia me remercia en disant combien elle m'aimait. À notre appartement, je commençai à nettoyer. Georgia voulait que je vienne au lit mais je devais d'abord vérifier avec le médecin. « Allez bébé, tiens-moi, dit Georgia. Je serai là bientôt, je nettoie juste, répondis-je. Elle finit par aller se coucher. Je téléchargeai et regardai la vidéo de mon disque dur. Il était clair qu'aucun mauvais traitement n'avait eu lieu. Georgia et les gars discutaient de pilules et de deals. C'était suffisant pour possession avec intention de distribuer. Je prévoyais d'envoyer les images à la police à midi, mais décidai d'appeler maintenant pour montrer que je ne cachais rien. Je composai le numéro du sergent Potts, surpris qu'il réponde. « Bonjour, Staff Potts », il semblait agacé. J'espérais ne pas l'avoir réveillé. Say Adam Spencer. Je vous ai rencontré à l'hôpital quand j'ai récupéré ma fiancée. Vous ai-je réveillé? Demandai-je. Non, je travaille la nuit. Je ne me couche pas avant 8 heures, son humeur était encore maussade. Je ne veux pas prendre trop de votre temps mais, je marquai une pause pour effet, il y a 3 caméras de sécurité dans mon appartement connectées à un disque dur. Il renifla et se racla la gorge. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt? Regardiez-vous les images? Son intérêt s'éveillait. Avec tout ce qui se passe, j'ai oublié. J'ai vu les images et je fis semblant de retenir mes larmes, ce n'était pas un mauvais traitement. Ils sont arrivés en riant et en s'embrassant, je laissai échapper un cri étranglé. Et les pilules? Demanda-t-il. Je les ai vus mettre les pilules sur la table basse, avouai-je. J'ai besoin de cette bande. 2 avocats ici menacent de porter plainte. Pouvez-vous l'envoyer? Demanda-t-il. Je vais l'envoyer par email. Donnez-moi l'adresse. Répondis-je. Il me donna l'adresse et raccrocha. J'envoyai toutes les images des 3 caméras puis essayai de dormir mais n'y parvins pas. Vers 5 heures, le téléphone sonna. Désolé de vous réveiller, le sergent Potts semblait beaucoup plus enjoué. J'étais au lit mais je n'arrivais pas à dormir, dis-je sèchement. Compréhensible. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café à 8 heures? Il y a des choses dont je veux discuter, demanda-t-il. D'accord, je n'ai pas de plan, répondis-je amèrement. Il y a un café à Surrey Hills près de l'Oxford Tavern, vous le connaissez, Sanquille. Oui, je vous y verrai à 8 heures, confirmai-je. J'essayai de dormir mais finis par rester éveillé. À 7 heures, je me douchai. Georgia dormait encore ou faisait semblant de dormir. Je regardais les nouvelles du matin pour me distraire. Une histoire attira mon attention. La police avait mené une descente avant l'aube à Brontë, arrêtant 2 hommes impliqués dans un réseau de trafic de pilules. Les voisins décrivaient l'occupant comme un jeune homme agréable qui travaillait dans une banque. La police n'avait pas encore divulgué les détails. Bande d'idiots, le sergent Potts serait content. Je m'habillai pour rencontrer le sergent mais me rappelai ma conversation avec le chroniqueur de Pottin. Je vérifiai le supplément en ligne de la colonne CBI. Sous devine qui ne portera pas plainte, il était écrit « Quel PR de haut vol et fille en vue reporte son mariage après avoir été surprise avec 2 jeunes mariés ?» Son ancien fiancé, une étoile montante de la banque privée, n'était pas parmi eux. Parfait, la ville allait être en ébullition. Je pensai soudain aux parents de Georgia. Ils méritaient d'entendre la nouvelle en personne. Je les appelai immédiatement. Jacques, le père de Georgia, répondit. « Salut Adam, comment se passe le week-end du garçon ?» demanda Jacques. « Il s'est terminé tôt après une bagarre à Brisbane. Puis-je vous rencontrer ?»
toi et Janice, ce matin ?» demandai-je. « Que s'est-il passé, Adam ?» Sa voix trembla. « Je ne veux pas en parler au téléphone, Jacques. Ce n'est pas lié au journal de ce matin. » Jacques, un retraité de la ville, lisait la section business tous les jours. « Je vais tout vous expliquer en personne. Pouvez-vous venir en ville ?» demandai-je. « D'accord, nous serons là vers 11 h. Où veux-tu nous rencontrer ?» demanda-t-il. « À cette pâtisserie près de votre ancien bureau, ils ont toujours les meilleures friandises, suggérai-je. « D'accord, on te verra là-bas. Juste une chose, Adam, ne prends pas de décision hâtive avant de tout savoir, supplia Jacques. Je sais déjà trop de choses, Jacques. Je suis désolé. » De vraies larmes remplissaient mes yeux. Après avoir dit au revoir, je sortis. C'était une belle journée ensoleillée à Sydney. La fin de l'automne est toujours la meilleure. Le soleil n'est pas trop fort et l'humidité est plus faible. Je décidai de marcher jusqu'au rendez-vous, arrivant un peu en retard. Le sergent Potts était sur le point de partir quand j'entrai dans le café. « Je pensais que les banquiers étaient ponctuels, » dit-il. « Je suis encore en vacances, répondis-je. Je répondis d'un ton maussade en m'asseyant. Il sourit. Bonne nouvelle, les images de vidéosurveillance étaient très informatives. Elles nous ont donné suffisamment de matière. Nous les avons séparées, et quand nous avons posé des questions sur les pilules, chacun a supposé que l'autre les avait vendues. La serveuse apporta mon jus d'orange et son lait chaud. Le travail de police a changé, dit-il en sirotant son lait. Nous avons obtenu le nom de Tony et fouillé sa maison, trouvant davantage de choses. La division des stupéfiants est ravie. Tony essaie de conclure un accord en dénonçant son fournisseur. « Que leur arrive-t-il maintenant ?» demandai-je. « Ils ont une audience de mise en liberté sous caution demain matin. Peut-être Tony aussi s'il obtient un accord, répondit-il. « Une audience publique ?» demandai-je. « Oui, répondit-il en souriant. Leurs avocats veulent une audience privée, mais le procureur la veut publique. Il semble que toi aussi. » Il déplia le Morning Herald en montrant la colonne CBI. « Je ne vois pas de quoi tu parles, essayai-je de paraître innocent. Ton système de surveillance pourrait avoir un accès à distance et une carte temporelle. Dois-je obtenir un mandat pour vérifier moi-même » suggéra-t-il. « Peut-être que d'ici là, le disque dur sera corrompu, répondis-je. Il rit. « Guard ton calm, Adam. Je ne suis pas après toi. Je veux savoir ce que tu veux qu'il arrive à Georgia, dit-il. Que veux-tu dire ? Demandai-je. Elle pourrait être accusée de parjure, mais cela pourrait être rejeté comme une première offense, ou nous pourrions oublier. À moins que tu ne veuilles une vengeance, ce qui semble probable, dit-il en agitant le journal. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, fis-je semblant d'être bête. Appelle-moi après 18 h ce soir si tu veux que je porte plainte. Sinon je laisserai tomber, dit-il en se levant et en partant. Je terminai mon jus et sortis sous le soleil éclatant en direction de la ville. La prochaine partie de ma vengeance consistait à me présenter au travail en ayant l'air débraillé et déprimé. Cela alimenterait les ragots et déstabiliserait Tom et Carl. En entrant dans le hall de la banque, je remarquai que les gardes se donnaient des coups de coude et me pointaient du doigt. Cela continua tandis que je marchais vers les ascenseurs. Je pris le premier ascenseur et fus rejoint par plusieurs autres personnes. Le facteur se précipita alors que les portes se fermaient. « Adam, comment s'est passé ton week-end » demanda la secrétaire en faisant semblant de perdre l'équilibre et en donnant un coup de pied au chariot dans les tibias du facteur. « Aïe, attention, mademoiselle » sortit-il à l'étage suivant en se frottant encore les tibias. Les autres dans l'ascenseur restaient silencieux, regardant le sol. Je montai au dernier étage, visant le bureau du PDG. Seule la réceptionniste était restée, celle qui avait fait taire le facteur. Elle posa sa main sur mon épaule. « Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Si tu as besoin de parler, voici mon numéro, » dit-elle en me tendant un bout de papier et en s'éloignant. Je jetai le mot à la poubelle, devinant qu'elle en avait une pile. Je me dirigeai vers le bureau du PDG. Sa secrétaire, une femme redoutable, me regarda par-dessus ses lunettes. « Adam chéri, que fais-tu ici ? Tu as encore 2 jours de congé » dit-elle d'un ton que je n'avais jamais vu aussi conciliant. Je me demandais si je pouvais voir Monsieur Turnbull un moment, dis-je en rougissant sous son regard compatissant. Il fait une pause entre 2 appels. Je vais vérifier s'il peut te recevoir, dit-elle en glissant de sa chaise,
frappant à la porte et jetant un coup d'œil à l'intérieur pour demander. Elle revint avec un sourire. Monsieur Turnbull te recevra tout de suite. A seat's toy. Elle remonta sur sa chaise. Je m'assis. Elle semblait hésiter, puis parla. J'ai été abandonnée à l'hôtel. Au moins, tu l'as découvert à temps, dit-elle rapidement avant de retourner à son travail, semblant regretter son commentaire. Monsieur Turnbull apparut bientôt et m'invita à entrer. C'était un homme grand aux cheveux gris et bouclés, connu pour ses joggings à l'heure du déjeuner. Il me fit signe de m'asseoir. Adam. Je ne m'attendais pas à vous voir étant donné les circonstances. Il vaut mieux entendre votre version des faits maintenant, dit-il, semblant nerveux, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Je suis venu demander du temps libre en raison de problèmes personnels impliquant d'autres employés dans l'agence de relations publiques. Vous devriez savoir ce qui se passe, commençai-je. Oui, expliquez-moi, je vous en prie, insista-t-il. Je suis rentré plus tôt d'une retraite chez un ami. J'ai reçu un texto de mon voisin concernant du bruit dans mon appartement. Pensant qu'il s'agissait d'un cambriolage, j'ai appelé la police. Ils ont trouvé des pilules dans mon appartement et ma fiancée avec Tom et Carl. Marquai-je une pause pour me composer en utilisant un mouchoir. Oh mon Dieu, murmura monsieur Turnbull en se penchant en avant. Tom, Carl et Tony sont en garde à vue, continuai-je. Oh mon Dieu, c'est mauvais pour l'entreprise. Chuadet Georgia. Demanded TIL. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai parlé à la police, avouai-je. Oh mon Dieu, c'est une situation terrible. Ces deux-là ne reviendront pas ici. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, appelez-moi lundi et nous en discuterons plus en détail, dit-il en s'adossant, soulagé. En partant, je demandai, et l'agence de relations publiques? Il redevint nerveux. Il y aura une enquête interne puisque Tom et Carl géraient le processus de soumission. Je parlerai avec Jérémy, leur PDG, répondit-il. Sa réaction me rendit méfiant. En me rappelant ce qu'Eric m'avait dit sur le rôle de Georgia et les commentaires de Tom et Carl, je réalisais que monsieur Turnbull pourrait être impliqué. J'avais besoin d'un plan plus grand pour obtenir ma revanche complète. Je pris un taxi pour la boulangerie où je devais rencontrer les parents de Georgia. J'arrivai tôt et commandai un café. En vérifiant mon système de sécurité, je vis Georgia dans la cuisine, textant frénétiquement. Bientôt, elle fit entrer quelqu'un, c'était Jeff. Elle essaya de l'embrasser, mais il l'évita. Ils se déplacèrent vers le salon où Georgia le poursuivit agressivement tandis que Jeff gardait ses distances. Elle finit par se poser sur un canapé et Jeff s'assit en face. Je ne pouvais pas entendre leur conversation en raison du cadre public. Elle se jeta alors sur lui, enroulant ses bras autour de son cou. Je jetai un coup d'œil autour pour m'assurer que ses parents n'étaient pas encore arrivés. Quand je regardais de nouveau, la scène avait subtilement changé. À ce moment, il y eut un coup à la fenêtre et le père de Georgia fit signe en se dirigeant vers la porte. Jacques se rendit seul à la table. Je me levai et lui serrai la main, puis nous nous assîmes. « Votre femme ne vient pas ?» demandai-je. « Non, après avoir lu la colonne du CBD, j'ai pensé qu'il valait mieux venir seul. Janice a de l'hypertension, alors je l'ai laissée à la maison, » répondit Jacques en faisant signe pour commander un café. « Vous avez probablement raison, cette colonne diffamatoire était pourtant correcte. Vous devriez le poursuivre en justice, Jacques. Poursuivre coûterait cher et serait probablement infructueux, puisque c'est vrai, répondit Jacques. La serveuse apporta le café et Jacques attendit qu'elle parte. Que entendez-vous par c'est vrai? Demanda-t-il. La nuit dernière, la police est entrée dans mon appartement après une plainte pour bruit et a trouvé Tom et Carl avec Georgia dans notre lit, expliquai-je. Ils ont dû la forcer, insista Jacques. Au début, ils le pensaient aussi, mais il s'avère que non, dis-je. C'est ridicule, ma fille ne ferait jamais ça, Jacques perdait son calme. Je suis désolé, Jacques, mais les photos ne mentent pas. Le mariage est annulé, déclarai-je fermement. Les gens truquent des photos tout le temps, dit Jacques, en voyant ses croire, il était dans le déni. Je ne voulais pas l'offenser mais aussi ne voulais pas être le méchant. Je sortis le flux de sécurité en direct sur mon téléphone. Ça ne veut rien dire, c'est probablement mis en scène avec une actrice, dit-il en posant mon téléphone face cachée. C'est un flux en direct, ça se passe en ce moment, dis-je. Quel genre de malade êtes-vous? Je suis content que Janice ne soit pas là pour vos fantasmes dérangés. Quand je dirai à Georgia, elle ne vous approchera plus, Jacques commença à se lever.
Asseyez-vous, Jacques, criai-je, attirant l'attention. Il s'assit, abasourdi. Donnez-moi votre téléphone. Il me le tendit à contre-cœur. J'appelai le numéro de Georgia. Mon écran montrait qu'elle tendait la main vers son téléphone. Jacques s'effondra, semblant vieux et fragile. Je suis désolé, Jacques, tu aurais dû savoir que le mariage est annulé. Toi et Janice ne méritez pas ça, mais... Je ne peux pas continuer comme ça, dis-je. Jacques hocha la tête en essuyant ses larmes. Lui as-tu déjà dit ? Demanda-t-il. Non, elle dormait quand je suis parti rencontrer la police, répondis-je. Bon Dieu, elle ne sait pas que tu es au courant et elle est encore avec cet homme, dit Jacques, horrifié. Ce n'est pas le même homme. Allons prendre l'air, suggérai-je. Nous quittâmes le café et marchâmes dans le parc en parlant de tout sauf de Georgia. Jacques voulut finalement rentrer chez lui, alors nous marchâmes jusqu'à un taxi. Quand vas-tu lui dire ? Demanda Jacques. Quand elle aura un moment de libre, répondis-je, l'amertume se faisant sentir dans ma voix. Jacques se détourna. Une partie de moi l'aime encore, Jacques. Une partie de moi pense que c'est un cauchemar, mais le reste de moi veut la détruire, elle et les hommes qui l'ont touchée, avouai-je. Fais-moi savoir avant de le faire, je viendrai la chercher. Un père ne peut pas cesser d'aimer sa fille, dit Jacques doucement. Bien sûr, Jacques, je te le ferai savoir. Nous nous serrâmes la main maladroitement et il monta dans un taxi. Je trouvai un endroit tranquille dans le parc et revis les images des caméras de surveillance. Georgia était en peignoir et Jeff nouait ses chaussures. Jeff, fiancé à l'une des femmes les plus riches d'Australie, se montrait imprudent. Penny Rehill, fille de Jackie Rehill, faisait partie d'une famille riche. Malgré son apparence, c'était une fille formidable et amoureuse de Jeff. Mon père avait l'habitude de dire « Tu peux épouser plus en 5 minutes que tu ne peux gagner en une vie ». Jeff travaillait pour l'entreprise de la famille de Penny, donc son emploi serait en péril si Penny voyait les enregistrements de surveillance. J'avais mon plan de vengeance, sauf pour mon patron, mais j'avais un plan pour lui aussi. Tout ce qu'il restait à faire était d'obtenir la coopération de Georgia, et j'avais quelque chose pour m'assurer qu'elle réponde à mes besoins. J'étais curieux de voir comment Georgia allait gérer notre situation. Quand je rentrais chez moi, elle était partie, retardant la confrontation et me donnant du temps pour planifier. La conversation de Jeff avec Georgia avait révélé qu'il avait été envoyé par les avocats de Carl et Tom pour savoir ce qu'elle avait dit à la police. Je considérais une accusation de subornation de témoins, mais Penny trouverait probablement une punition plus sévère. Vers 17h, je préparais le dîner quand Georgia et sa demoiselle d'honneur, Shelley, entrèrent. Elles me virent dans la cuisine et s'approchèrent. Georgia ouvrit les bras pour me serrer. Adam, Sherry, comment vas-tu? Nous étions si inquiètes, dit-elle en reniflant comme si elle retenait des larmes. Je ne répondis pas à l'étreinte. J'ai parlé à la police, à mon patron et à ton père, dis-je. Georgia esi tendet mais asaya de restercom. Shelley commença à expliquer comment ils avaient drogué mes boissons à la fête de fiançailles, m'avaient fait expulser du club, et comment Tom et Carl avaient profité de Georgia. Elle essaya de m'embrasser à nouveau, mais je m'écartai. Vraiment ? C'est ce qui s'est passé, Shelley ? Dis-je sarcastiquement. Ouais, juste comme Georgia l'a dit, c'était juste un peu de fun qui a mal tourné. Shelley fut stupéfaite par mes paroles. Georgia semblait paniquer. Tu es seule maintenant ? Murmura Shelley en se retournant pour partir. Georgia tenta de l'arrêter, mais Shelley la repoussa. Je savais que tu aimais faire la fête, mais je ne réalisais pas que tu étais si volage, lança-t-elle avant de claquer la porte. Georgia se retourna vers moi en sanglotant. Elle marmonna des excuses, affirmant que si j'étais resté avec elle, cela ne serait pas arrivé. Pourquoi est-ce toujours la faute de quelqu'un d'autre ? Peux-tu te taire ? Criai-je. Penses-tu vraiment que je me soucie de tes excuses et de tes mensonges ? Mais j'étais ivre et bouleversé ce matin, ce n'est arrivé que 2 fois. Je serai sage, s'il te plaît, seulement 2 fois, mimai-je la voix de Tom. Mon Dieu, ton dos me manquait tellement. Georgia fut choki. Tu te souviens quand tu as emménagé, je t'ai parlé du système de sécurité et des caméras. Oui, mais tu as dit que tu ne les utilisais pas, répondit-elle. Je ne les utilise pas, mais elles fonctionnent toujours. Elles ont confirmé que tu es une menteuse, rétorquai-je. Elle pleura encore plus fort, s'appuyant contre le mur, elle semblait pathétique.
J'avais décidé de ne pas dire au sergent à propos de son parjure jusqu'à ce que je comprenne pourquoi elle l'avait fait. Je l'aidai à s'asseoir à la table de la cuisine, attraper 2 bières et m'assis en face d'elle. « Nous en avons fini, dis-je. » Elle hocha la tête. « La police veut savoir si je veux t'inculper pour parjure. J'ai jusqu'à 18 heures pour décider, donc tu as une demi-heure pour répondre honnêtement à mes questions et je leur dirai d'oublier ça. » « Adam, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle. « Réponds à mes questions ou attends la police, dis-je fermement. Elle hocha la tête en prenant une gorgée de bière. « As-tu couché avec ton patron ?» demandai-je. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. « Depuis combien de temps ?» continuai-je. « Environ 9 mois, dit-elle en reniflant. « Tu n'étais là que depuis 10 mois, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» m'exclamai-je. J'ai été recruté pour une nouvelle équipe d'intervention. Mon patron, Jérémy, n'était pas content de mon travail. Il disait que je devais mettre en avant mes atouts, expliqua-t-elle. Pourquoi as-tu supporté ça? Tu es l'enfant miracle, la plus jeune à obtenir une prime d'1 million de dollars. J'étais à mon 3e emploi en 2 ans, essayant de me faire un nom, dis-je, la colère montant. Divertir ton patron pourrait te faire remarquer, mais pas de la bonne façon. Je leur ai apporté 4 gros comptes, dit-elle sur la défensive. Je n'arrive pas à croire que tu te vantes d'être une traînée d'entreprise maintenant. Ils vont te jeter et tu devras te prostituer pour de vrai, ripostai-je. Jérémy voulait des garanties, alors j'ai secrètement enregistré certaines réunions. J'ai gardé des copies pour me protéger, révéla-t-elle. Intéressant. Si je pouvais obtenir une copie d'une réunion avec toi et Monsieur Turnbull, je pourrais peut-être le faire tomber. Où sont les copies? J'ai demandé en espérant qu'il ne soit pas au travail. Sur mon bureau au travail, admit-elle. Merde, dis-je en frappant la bouteille de bière sur la table. Quel est le problème? George assembled surprise. J'ai besoin d'une copie avec toi et Monsieur Turnbull, dis-je en me dirigeant vers la fenêtre. Je n'ai jamais. Commença-t-elle. Je me retournai et lui lançai un regard sévère. Eh bien, balbutia-t-elle. Comment l'as-tu découvert? demanda-t-elle. C'est évident. Tu utilises tes atouts pour attirer de nouveaux clients. Notre banque est un nouveau client, soulignai-je. Si tu le veux tellement, je vais au travail faire une copie, cria Georgia en se levant brusquement et en renversant sa chaise. Elle attrapa ses clés. Tu ne passeras pas par la porte d'entrée, l'appelai-je. Elle s'arrêta et se retourna. Que veux-tu dire? demanda-t-elle. Ton patron couvrira ses traces. Tu seras accueilli par un garde avec une boîte de tes affaires. Ils ne te laisseront pas approcher l'ordinateur, expliquai-je. Georgia mordit sa lèvre, indécise, jeta ses clés sur le bureau et retourna dans le bureau. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Georgia était assise dans ma chaise, allumant mon ordinateur. Je peux accéder à distance à mon ordinateur, annonça Georgia triomphalement. Je la regardai taper le code d'accès à plusieurs reprises, ses épaules s'affaissant en réalisant qu'elle était verrouillée. Idiot, murmura-t-elle, abattue, puis se redressa avec une énergie renouvelée. Il y a une porte dérobée sur l'ordinateur de Jérémy. Oui, je suis dedans, s'exclama-t-elle. Copie tout, dis-je. Tu as besoin de levier pour un package de départ. Plus important encore, je voulais compliquer la vie de mon patron. Je sortis et environ 20 minutes plus tard, Georgia sortit, souriante, tenant un disque dur portable. J'ai tout le matériel compromettant, dit-elle. As-tu copié ces emails? demandai-je. Oh oui, mas je pensais. Je levai la main. Stop. J'ai vu assez de toi en action pour une vie. Je veux juste une sauvegarde au cas où la banque s'en prendrait à moi aussi. Mais je pensais que nous pourrions peut-être réessayer, vendre tout, déménager à l'étranger, repartir à zéro, plaida-t-elle. Il n'y a rien de neuf chez toi, Georgia. Te voir avec Tom et Carl était une chose, mais aujourd'hui avec Jeff, tu as besoin d'aide. Je ne reste pas, répondis-je. Elle pleura encore. Je pris le disque dur et entrai dans le bureau. Georgia courut dans la chambre en claquant la porte. Le disque dur était mieux que ce que j'avais espéré. Jérémy et Monsieur Turnbull étaient de vieux amis et avaient conspiré pour frauder la banque. Turnbull voulait augmenter sa pension, alors il avait demandé à Jérémy de gonfler l'appel d'offres du contrat de relations publiques. Ils partageaient la différence à parts égales. J'appelai le sergent Potts.
Il répondit au deuxième appel. Je pensais que tu avais oublié, dit le sergent Potts. Je vérifiais ma montre, 18h05. Non, je devais juste être sûr. Alors, quoi de neuf? Demanda-t-il en bâillant. Ne la confronte pas, elle sera mal à l'aise sans ça. Connais-tu quelqu'un à la brigade de fraude? Demandai-je. Peut-être, répondit-il prudemment. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard, répondis-je, ne voulant pas en dire trop. Oh hak là, Saurit. Qui est la cible cette fois? Attends et vois, dis-je en raccrochant et en appelant le père de Georgia pour venir la chercher. Je voulais dormir dans mon propre lit. Puis, je téléchargeai l'enregistrement de la session avec Jeff et Georgia et l'envoyai à Penny, sa fiancée. C'était dur d'appuyer sur envoyer, mais c'était nécessaire. Jacques arriva environ 40 minutes plus tard. Cela prit du temps, mais Georgia finit par sortir. Je ramassai ses vêtements et ils partirent. Mon téléphone sonna. C'était Eric du journal. « As-tu aimé ma colonne aujourd'hui » demanda-t-il avec enthousiasme. « Oui, répondis-je platement. « Allez, on ne s'est pas dégonflé, n'est-ce pas » insista-t-il. Je voulais me venger d'eux, mais j'ai blessé d'autres aussi, dis-je en pensant à Jacques et Janice. Il y a toujours des dommages collatéraux dans une guerre. Qui veux-tu que je cible ensuite? Demanda Eric. Je réfléchis un moment. Es-tu toujours là? Demanda Eric. Oui, je réfléchis juste. 3 banquiers attrapés avec un joint, ce n'est pas grand-chose, dit-il frustré. Pas de possession, d'importation et de livraison. Je savais que tu aimais faire la fête, mais je ne réalisais pas que tu étais si volage, lança-t-elle avant de claquer la porte. Georgia se retourna vers moi en sanglotant. Elle marmonna des excuses, affirmant que si j'étais resté avec elle, cela ne serait pas arrivé. Pourquoi est-ce toujours la faute de quelqu'un d'autre? Peux-tu te taire? Criai-je. Penses-tu vraiment que je me soucie de tes excuses et de tes mensonges? Mais j'étais ivre et bouleversé ce matin, ce n'est arrivé que 2 fois. Je serai sage, s'il te plaît, seulement 2 fois, mimai-je la voix de Tom. Mon Dieu, ton dos me manquait tellement. Georgia fut choquée. Tu te souviens quand tu as emménagé, je t'ai parlé du système de sécurité et des caméras. Oui, mais tu as dit que tu ne les utilisais pas, répondit-elle. Je ne les utilise pas, mais elles fonctionnent toujours. Elles ont confirmé que tu es une menteuse, rétorquai-je. Elle pleura encore plus fort, s'appuyant contre le mur, elle semblait pathétique. J'avais décidé de ne pas dire au sergent à propos de son parjure jusqu'à ce que je comprenne pourquoi elle l'avait fait. Je l'aidai à s'asseoir à la table de la cuisine, attrapai 2 bières et m'assis en face d'elle. Nous en avons fini, dis-je. Elle hocha la tête. La police veut savoir si je veux t'inculper pour parjure. J'ai jusqu'à 18h pour décider, donc tu as une demi-heure pour répondre honnêtement à mes questions et je leur dirai d'oublier ça. Adam, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle. Réponds à mes questions ou attends la police, dis-je fermement. Elle hocha la tête en prenant une gorgée de bière. As-tu couché avec ton patron? demandai-je. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. Depuis combien de temps? continuai-je. Environ 9 mois, dit-elle en reniflant. Tu n'étais là que depuis 10 mois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? m'exclamai-je. J'ai été recruté pour une nouvelle équipe d'intervention. Mon patron, Jérémy, n'était pas content de mon travail. Il disait que je devais mettre en avant mes atouts, expliqua-t-elle. Pourquoi as-tu supporté ça? Tu es l'enfant miracle, la plus jeune à obtenir une prime d'1 million de dollars. J'étais à mon 3e emploi en 2 ans, essayant de me faire un nom, dis-je, la colère montant. Divertir ton patron pourrait te faire remarquer, mais pas de la bonne façon. Je leur ai apporté 4 gros comptes, dit-elle sur la défensive. Je n'arrive pas à croire que tu te vantes d'être une traînée d'entreprise maintenant. Ils vont te jeter et tu devras te prostituer pour de vrai, ripostai-je. Jérémy voulait des garanties, alors j'ai secrètement enregistré certaines réunions. J'ai gardé des copies pour me protéger, révéla-t-elle. Intéressant. Si je pouvais obtenir une copie d'une réunion avec toi et Monsieur Turnbull, je pourrais peut-être le faire tomber. Où sont les copies? J'ai demandé en espérant qu'il ne soit pas au travail. Sur mon bureau au travail, admit-elle. Merde, dis-je en frappant la bouteille de bière sur la table. Quel est le problème? Georgia semblait surprise. J'ai besoin d'une copie avec toi et Monsieur Turnbull,
dis-je en me dirigeant vers la fenêtre. Je n'ai jamais. Commença-t-elle. Je me retournai et lui lançai un regard sévère. Eh bien, balbutia-t-elle. Comment l'as-tu découvert? Demanda-t-elle. C'est évident. Tu utilises tes atouts pour attirer de nouveaux clients. Notre banque est un nouveau client, soulignai-je. Si tu le veux tellement, je vais au travail faire une copie, cria Georgia en se levant brusquement et en renversant sa chaise. Elle attrapa ses clés. Tu ne passeras pas par la porte d'entrée, l'appelai-je. Elle s'arrêta et se retourna. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Ton patron couvrira ses traces. Tu seras accueilli par un garde avec une boîte de tes affaires. Ils ne te laisseront pas approcher l'ordinateur, expliquai-je. Georgia mordit sa lèvre, indécise, jeta ses clés sur le bureau et retourna dans le bureau. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Georgia était assise dans ma chaise, allumant mon ordinateur. Je peux accéder à distance à mon ordinateur, annonça Georgia triomphalement. Je la regardai taper le code d'accès à plusieurs reprises, ses épaules s'affaissant en réalisant qu'elle était verrouillée. Idiot, murmura-t-elle, abattue, puis se redressa avec une énergie renouvelée. Il y a une porte dérobée sur l'ordinateur de Jérémie. Oui, je suis dedans, s'exclama-t-elle. Copie tout, dis-je. Tu as besoin de levier pour un package de départ. Plus important encore, je voulais compliquer la vie de mon patron. Je sortis et environ 20 minutes plus tard, Georgia sortit, souriante, tenant un disque dur portable. J'ai tout le matériel compromettant, dit-elle. As-tu copié ces emails? Demandai-je. Oh oui, mas je pensais. Je levai la main. Stop. J'ai vu assez de toi en action pour une vie. Je veux juste une sauvegarde au cas où la banque s'en prendrait à moi aussi. Mais je pensais que nous pourrions peut-être réessayer, vendre tout, déménager à l'étranger, repartir à zéro, plaida-t-elle. Il n'y a rien de neuf chez toi, Georgia. Te voir avec Tom et Carl était une chose, mais aujourd'hui avec Jeff, tu as besoin d'aide. Je ne reste pas, répondis-je. Elle pleura encore. Je pris le disque dur et entrai dans le bureau. Georgia courut dans la chambre en claquant la porte. Le disque dur était mieux que ce que j'avais espéré. Jérémie et M. Turnbull étaient de vieux amis et avaient conspiré pour frauder la banque. Turnbull voulait augmenter sa pension, alors il avait demandé à Jérémie de gonfler l'appel d'offres du contrat de relations publiques. Ils partageaient la différence à parts égales. J'appelai le sergent Potts. Il répondit au deuxième appel. « Je pensais que tu avais oublié, » dit le sergent Potts. Je vérifiai ma montre, 18h05. Non, je devais juste être sûr. Alors, quoi de neuf? Demanda-t-il en bâillant. Ne la confronte pas, elle sera mal à l'aise sans ça. Connais-tu quelqu'un à la brigade de fraude? Demandai-je. Peut-être, répondit-il prudemment. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard, répondis-je, ne voulant pas en dire trop. Oh hak là, Saurit. Qui est la cible cette fois? Attends et vois, dis-je en raccrochant et en appelant le père de Georgia pour venir la chercher. Je voulais dormir dans mon propre lit. Puis, je téléchargeai l'enregistrement de la session avec Jeff et Georgia et l'envoyai à Penny, sa fiancée. C'était dur d'appuyer sur envoyer, mais c'était nécessaire. Jacques arriva environ 40 minutes plus tard. Cela prit du temps, mais Georgia finit par sortir. Je ramassai ses vêtements et ils partirent. Mon téléphone sonna. C'était Eric du journal. « As-tu aimé ma colonne aujourd'hui » demanda-t-il avec enthousiasme. « Oui, » répondis-je platement. « Allez, on ne s'est pas dégonflé, n'est-ce pas » insista-t-il. Je voulais me venger d'eux, mais j'ai blessé d'autres aussi, dis-je en pensant à Jacques et Janice. Il y a toujours des dommages collatéraux dans une guerre. Qui veux-tu que je cible ensuite? Demanda Eric. Je réfléchis un moment. Es-tu toujours là? Demanda Eric. Oui, je réfléchis juste. 3 banquiers attrapés avec un joint, ce n'est pas grand-chose, dit-il frustré. Pas de possession, d'importation et de livraison. J'ai ajouté, maintenant, c'est mieux. Des banquiers en hauteur. Eric se mit à rire. Tu as autre chose pour moi? Demanda-t-il. Je te le ferai savoir, répondis-je. J'avais fini pour la journée. J'éteignis le téléphone, déconnectai la ligne fixe, fermai les rideaux et essayai de dormir. À 9h30 le lendemain matin, quelqu'un frappa à ma porte.
C'était Greg et le concierge de l'immeuble. Adam, quel est le problème avec ton téléphone? J'ai essayé de t'appeler, dit Greg. Je les ai éteints pour dormir un peu. Que se passe-t-il? Demandai-je, agacé. Les gars de l'ADN t'attendent en bas depuis 1 heure, répondit-il en se reculant pour révéler un agent de sécurité avec une boîte et un homme en costume tenant un papier. Monsieur Adam Spencer? Demanda l'homme en costume. Oui, répondis-je. Je viens du département juridique de la banque. Votre contrat a été résilié en vertu de l'article 112B pour atteinte à la réputation de la banque. Voici un chèque de départ correspondant à 2 semaines de salaire. James a vos effets personnels, expliqua-t-il en me tendant le chèque tandis que l'agent de sécurité déposait la boîte sur le sol. Je restai stupéfait. Ils étaient à mi-chemin de l'ascenseur lorsque je repris mes esprits. Attendez, il y a 3 semaines, j'ai signé un nouveau contrat garantissant 9 mois de salaire plus 50% de mon dernier bonus, criai-je. Je ne sais rien à ce sujet. Si vous souhaitez contester, voyez un avocat, répondit-il en suivant l'agent de sécurité vers l'ascenseur. Le concierge haussait les épaules et les suivit. Désolé, mon pote. Je ramassai la boîte, qui contenait le contenu de mon bureau et quelques photos. Je ne comptais pas les laisser s'en tirer comme ça. J'appelai l'avocat qui avait examiné mon contrat récent. Votre nouveau contrat devrait être effectif immédiatement. Avez-vous déjà été payé? Demanda-t-il. Non, l'argent doit arriver sur mon compte jeudi, répondis-je. C'est pourquoi ils essaient si fort. Ils veulent que vous vous battiez. Comment voulez-vous procéder? Je peux commencer une procédure judiciaire et nous pourrions avoir une audience préliminaire d'ici la fin du mois. Y a-t-il un moyen pour que je puisse parler à mon patron avant cela? J'ai quelque chose qui pourrait le faire changer d'avis. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Pas ce que j'ai fait, répondis-je. Il manque quelque chose dans la boîte de votre bureau? Demanda-t-il. Non, mais j'ai un ensemble de clubs de golf dans la salle de stockage près de la salle à manger des cadres, expliquai-je. Combien cela vaut-il? Demanda-t-il. Environ 20 000 $, dis-je. Nonsense. Sont-ils plaqués or? Dit-il, incrédule. Pas tout à fait, mais ils ont des incrustations en or. Un bel ensemble de clubs Honda, la moitié d'un ensemble coûte environ 50 000 $, précisai-je. L'avocat siffla. Je vais rédiger un ordre d'accès. Pouvez-vous être prêt d'ici 13 heures? Je ne sais pas, j'ai d'autres choses à faire, répondis-je. Rencontrez-moi devant avec l'ordre et je vous donnerai les clubs de golf, interrompis-je. D'accord, à tout à l'heure, accepta-t-il. Je pris mon petit déjeuner et me dirigeai vers le bureau pour la confrontation de l'après-midi. Monsieur Turnbull était toujours dans la salle à manger des cadres entre 12h30 et 13h30, donc le bruit à l'extérieur attirerait son attention. Je vérifiai le site du Harold pour voir ce qu'Eric avait écrit. Il plaisantait sur les banquiers en hauteur et mentionnait l'annulation d'un engagement de milliards de dollars, mais ne parlait pas de Penny et Jeff. Je me demandais d'où il tenait ces informations. 13 heures arriva rapidement, et j'attendis sur la place devant le bâtiment de la banque. L'avocat arriva avec 5 minutes de retard et s'approcha de moi en sortant un document de sa poche et en l'agitant comme un trophée. Je devais attendre que le magistrat finisse sa session du matin pour signer ceci, mais le voilà, dit-il. Et que m'autorise-t-il à faire? Demandai-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. J'espérais un accès général, mais il joua la carte difficile et n'autorise que l'entrée pour récupérer mes clubs de golf, directement et sans détour, expliqua-t-il. J'espère que c'est tout ce dont j'ai besoin. Nous étions déjà devant la porte d'entrée. À l'intérieur, le garde qui m'avait précédemment retourné le contenu de mon bureau se déplaça pour m'arrêter. « Excusez-moi, monsieur, on m'a demandé de vous tenir éloigné du bâtiment, » dit-il en se tenant devant moi et en faisant signe aux autres gardes de m'aider. Je tenais le document légal devant son visage. « C'est un ordre de la cour m'autorisant l'accès au bâtiment. » « Merci de vous écarter, dis-je fermement en essayant de passer, mais il bloqua mon chemin de toute façon. « Je dois vérifier ça d'abord, » dit-il en prenant l'ordre et en parlant dans un microphone attaché à son épaule. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le même petit idiot qui m'avait parlé ce matin en sortit. Il prit l'ordre de la cour du garde, mit ses lunettes de lecture et le parcourut rapidement. « Quelqu'un a eu une matinée chargée, dit-il en levant les yeux des papiers. Cela ne vous autorise qu'à vous rendre à la salle de stockage et à revenir. Aucun détour autorisé.
Il me rendit l'ordre puis se tourna vers le garde. Escortez-le jusqu'à la salle de stockage des cadres, puis revenez ici et mettez-le dehors. Après cela, il repartit dans l'ascenseur. Je me dirigeai vers les ascenseurs à gauche, tenant le garde par l'épaule. Dans la salle de stockage, je pris mes clubs, puis sortis dans le couloir, déterminé à faire un scandale. Quel idiot a volé mon putter? Je laissai tomber mes clubs et me dirigeai dans le couloir vers la salle à manger des cadres. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans, monsieur, dit le garde en attrapant mon bras sans succès. Je me précipitai dans la salle à manger, mais le garde était plus agile que je ne le pensais. Il me saisit juste au moment où j'étais dans l'encadrement de la porte. Je luttai pour me libérer, mais il était plus fort qu'il en avait l'air. Entendant le bruit, Monsieur Turnbull apparut dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit » cria-t-il, puis réalisa qui c'était. « Que fait-il ici ?»« Excusez-moi, monsieur, il a un ordre de la cour, » dit le garde en me soulevant du sol par le col. Je cessai de résister puisque ma cible était juste devant moi. « Monsieur Turnbull, c'est un plaisir de vous voir aussi, » dis-je sarcastiquement. « Je pensais que vous pourriez vouloir reconsidérer mon package de départ. » Pa question. Il pointa le garde du doigt. « Faites sortir ce vaurien immédiatement. » Je sortis une clé USB de ma poche et la lui lançai. « Vous feriez bien de regarder ça quand vous en aurez l'occasion, mais pas quand votre femme est là, dis-je. » Les yeux de Monsieur Turnbull se plissèrent. « De quoi parlez-vous ? » « Appelez Jérémy et il vous le dira, crachai-je. « Et s'il part d'ici ?» Les noms de Jérémy ne l'impressionnèrent apparemment pas. Il sembla penser que l'affaire était réglée. Mettant la clé USB dans sa poche, il retourna dans la salle à manger. Le garde commença à me traîner dans le couloir. « Vous avez 24 heures. »« Je pense que tu as mon numéro de portable », lançai-je vers la porte qui se fermait. Je pris les bâtons de golf en sortant. Le garde ne me lâcha pas le bras avant que je sois dans le jardin. « Mon parasite » murmurai-je sous mon souffle. « Excusez-moi, dit le garde, mais mon avocat attendait déjà et me rendit mes clubs. J'étais plutôt content. Si je récupérais l'accord que j'avais signé il y a 3 semaines, je pourrais acheter un autre ensemble. J'étais un peu inquiet de ne pas avoir de nouvelles avant d'aller me coucher. À 23h30, mon téléphone émit un bip annonçant un message texte, « Rendez-vous au café du Centennial Park à 6h45. » Le lendemain matin, je me dirigeai vers le parc à 6h30, espérant arriver le premier. Apparemment, Monsieur Turnbull avait eu la même idée. Nous nous rencontrâmes, marchant chacun d'un côté du parc, en nous rapprochant à environ 3 mètres l'un de l'autre. « Que veux-tu pour la clé USB » demanda-t-il, agacé. « Ce qui m'est dû selon le nouveau contrat, » répondis-je tout aussi agacé. « Ce contrat ne commence pas avant jeudi, » rétorqua-t-il. « C'est un fait disputé et je n'ai pas le temps de m'occuper de notre système judiciaire, » dis-je fermement. « Je ne t'ai jamais pris pour un extorqueur, » rugit-il, le visage rouge de colère. « Je ne t'ai jamais pris pour un type qui divertit les fiancés de ses employés, » répliquai-je. Nous restâmes là, nous dévisageant, jusqu'à ce que Monsieur Turnbull fasse demi-tour. « D'accord, mais j'ai besoin des photos et de toutes les copies que tu as, concéda-t-il. « Facile, tu auras les photos quand j'aurai un document signé de la banque confirmant mon droit, » déclarai-je. « Tu les auras aujourd'hui ?» dit-il en se tournant pour partir. « Encore une chose, je veux que le petit aigle juridique que tu as envoyé hier apporte les documents. » Cela promettait d'être amusant. « Autre chose ?» demanda-t-il sarcastiquement. « Non, c'est tout ce que je veux, » dis-je en souriant. « Non, c'est tout, » répondis-je en souriant. Il recula un peu, puis se rapprocha de nouveau. « Tu sais que tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. »« Non, faisons de ce pays, plus jamais, siffla-t-il. »« C'est un risque que je suis prêt à prendre, » répondis-je calmement en le regardant s'éloigner. « Enchanté de faire affaire avec toi, » dis-je en riant alors qu'il partait. Je gardais encore les emails entre Turnbull et Jérémy et comptais les remettre à la brigade des fraudes dès que l'argent serait arrivé sur mon compte bancaire. Les jours suivants se déroulèrent relativement bien pour moi. Le lendemain matin, un petit aigle juridique de la banque se présenta à ma porte avec des formulaires à signer. Il me laissa une copie et me dit que l'argent serait versé jeudi. Je lui remis une enveloppe contenant une clé USB et un petit disque dur portable, et il partit la tête basse. Jeudi matin, Jacques et Doris vinrent chercher le reste des affaires de Georgia. Ils avaient eu des problèmes avec elle.
Elle était ivre et était allée chez son patron pour provoquer une scène devant sa femme. La police fut appelée, l'avertit de rentrer chez elle, puis l'arrêta pour conduite en état d'ivresse. Elle eut des ennuis avec le système et perdit immédiatement son permis de conduire. Tom, Carl et Tony furent libérés sous caution, mais le procureur était sévère. I'll apparat Sir T. Morning Corporate. Il ne mentionna pas les détails pour éviter de compromettre les affaires, mais la conclusion était claire, surtout lorsque les actualités de leur montrèrent les 3 hommes quittant le tribunal en essayant de cacher leur visage. C'était comme si Jeff avait disparu de la surface de la Terre. Je parlais à Eric, qui me dit qu'il y avait une rumeur selon laquelle il aurait été envoyé dans un trou en Amérique du Sud par la mère de Penny. La société explorait des minéraux là-bas, et les locaux n'étaient pas contents. Jeudi après-midi, à 16h55, mon compte bancaire affichait 720 000 $, et à 16h59, j'étais au téléphone avec le sergent Potts. Le lendemain matin, 2 détectives de la brigade des fraudes et un homme de la division des investissements et des valeurs mobilières vinrent me voir. Je leur montrai les emails. Ils dirent que cela ressemblait à une conspiration pour commettre une fraude. Puis vint la question importante, comment avais-je obtenu ces emails? Je dus admettre qu'ils n'avaient pas été obtenus légalement. Les détectives commencèrent à s'agacer, estimant qu'ils avaient perdu leur temps. Nous savons que tous ces grands types ont des arnaques, mais ils sont entourés de grandes barrières juridiques. Nous ne pouvons pas les traîner ici et les faire parler. L'homme des valeurs mobilières était plus détendu. Calmez-vous, les gars. Nous traitons ces lettres comme des indices sûrs ou cherchés. Ça prendra du temps, mais il y aura une piste papier. Il vaut mieux oublier que nous avons vu cette correspondance. Je ne veux pas compromettre des condamnations. Ils partirent et je me retrouvai seul. Monsieur Turnbull semblait avoir lancé une rumeur sur moi. Je contactais des banques concurrentes avec des offres d'emploi, mais les personnes des ressources humaines ne répondaient pas à mes appels. Je marchais dans la rue devant mon immeuble en me demandant quoi faire quand une voiture noire s'arrêta à bord du trottoir à côté de moi. La fenêtre se baissa, et à l'arrière se trouvait Penny Renil. « On dirait que tu es aussi perdu que je me sens, dit-elle sérieusement, puis un large sourire apparut sur son visage. J'ai ravitaillé le jet de la société, et je t'attends sur le tarmac. Veux-tu te reposer, t'apitoyer sur ton sort, ou partir en vacances? J'hésitais, en me frottant le menton. Donne-moi 5 minutes, et je ferai ma valise. Oublie ça, monte simplement. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de vêtements là où nous allons. Et où allons-nous? Demandai-je en ouvrant la porte de la voiture. À un domaine familial à Maïus. Il a sa propre plage, piscine, terrain de golf et un chef. On YVA main tenant. Je hurlais de joie alors que Penny tapait sur la vitre séparant les sièges avant et arrière pour signaler au chauffeur de nous conduire à l'aéroport. 25 minutes plus tard, nous étions installés dans l'avion Gulfstream de la famille Renil, en route pour notre destination. 3 semaines se transformèrent en 5 mois de vacances fantastiques. J'avais eu des relations avec Penny, bien sûr, mais aussi avec l'hôtesse de l'air, la femme de ménage, et une demi-douzaine de filles locales. Penny était une fille sauvage quand elle décidait de s'amuser, un spectacle incroyable, mais c'est une autre histoire. Pourquoi suis-je revenu? C'est simple, je voulais assister de première main aux audiences sur la fraude et le racket de Monsieur Turnbull. Il entra au début de l'audience, tout détendu, discutant avec son équipe d'avocats. La banque le soutenait, donc il avait un chef de cabinet, un avocat adjoint, 2 assistants et un solliciteur. À la fin de la première journée, sa cravate était défaite et des perles de sueur brillaient sur son visage alors qu'il parlait anxieusement à son solliciteur. L'affaire ne se passait pas bien. L'accusation était minutieuse, présentant une longue et complexe piste papier reliant M. Turnbull à Jérémy et au marché PR. À la fin de la journée, il émergea que Jérémy s'était rendu la veille, avait admis sa culpabilité et allait plaider coupable pour une accusation légèrement inférieure en échange de témoignages contre ses complices. Sentant l'inévitable, la banque retira son soutien. Le deuxième jour, M. Turnbull arriva à l'audience dans un état déprimé, avec seulement un avocat de briefing. Un des représentants du département juridique de la banque fit une déclaration au tribunal indiquant que la banque ne fournirait plus d'assistance juridique à M. Turnbull et avait l'intention d'intenter une action civile contre lui pour récupérer des fonds. Avec les visages sérieux disparus de la salle, l'accusation clôtura rapidement le dossier. Lorsque ce fut au tour de la défense,
Ils montrèrent leur désespoir en présentant un disque dur contenant des photos de M. Turnbull, Jérémy et Georgia. Ils prétendaient que Jérémy l'avait fait chanter pour le conspirer après que Georgia l'ait secrètement enregistré. La presse se rua vers les portes, les smartphones prêts à relayer les potins croustillants. Cela mit Georgia dans la ligne de mire, et elle fut convoquée au tribunal. Jérémy dut retourner à la barre. La saga complète se déroula devant la presse, et pendant une semaine, ce fut le sujet principal des journaux et des bulletins de nouvelles. La défense de M. Turnbull était à son meilleur jusqu'à ce que le procureur appelle Tom et Carl à la barre. Ils expliquèrent que l'enthousiasme de M. Turnbull pour ses vieux amis de lycée datait d'avant la vidéo. Les accusés tentèrent de les discréditer en raison de leur peine de 4 ans de prison, mais leurs paroles semblèrent résonner avec le juge. Ce dernier jugea que l'affaire méritait d'être poursuivie et renvoya M. Turnbull en procès. Après le cirque du procès, M. Turnbull perdit son appétit pour se battre, changea de plaidoyer pour coupable et écopa de 2 ans et demi de prison. J'aimerais pouvoir dire qu'il se retrouva sans le sou et seul, mais nous savons tous que ces types en col blanc sont trop malins pour cela. Peu avant son inculpation, il avait dû apprendre que les gens de la sécurité étaient à l'affût. Il transféra la plupart de ses actifs au nom de sa femme, qui entama une procédure de divorce. Au moment du procès, il vivait prétendument dans le garage de son fils et fut déclaré en faillite avec aucun actif. Il ne fait aucun doute qu'il y aura une réconciliation à sa sortie et qu'il sera de retour dans les rues. Le chef du département des poursuites publiques devait apprécier d'être le centre de l'attention. Donc, après que M. Turnbull ait blanchi et plaidé coupable, il s'en prit à Jérémy et Georgia. Jérémy ne parvint qu'à régler une accusation de conspiration pour commettre une fraude, mais le procureur ajouta l'utilisation d'un dispositif de surveillance pour enregistrer des actes privés sans consentement, le tournage d'actes obscènes et l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour faciliter l'infraction. L'extorsion par menace fut également ajoutée. Certains de ces délits étaient des délits mineurs, mais ensemble, ils s'accumulèrent et il écopa de 3 ans derrière les barreaux. Georgia reçut une probation pour enregistrement sans consentement et tournage d'actes obscènes. Cependant, son visage apparut plusieurs fois dans les nouvelles pendant le procès, et sa réputation en prit un coup. Une partie de la boue colla à moi, même si je n'étais qu'un acteur secondaire dans le spectacle. Il y eut des spéculations à divers moments sur mon implication dans l'affaire. Apparemment, j'étais catalogué comme un homme instable trahi dans le secteur financier. Mes perspectives d'emploi ne s'améliorèrent jamais. Alors, si personne ne te donne un emploi, il faut créer le tien. Je lançai une entreprise de capital risque spécifiquement pour des projets environnementaux. Je n'ai pas fait fortune, mais je survis et j'espère faire des choses positives. Penny et moi restâmes proches, mais elle était une joueuse et je ne l'étais pas. Je suis toujours en chasse, mais j'ai des problèmes de confiance qui me posent des obstacles. Je viens de commencer un projet de restauration de zones humides à environ 700 km à l'ouest de Sydney, dans le véritable Outback. 2 entreprises minières et une banque ont investi de l'argent pour renforcer leur image corporative. Je vivrai dans une vieille ferme qui fut autrefois la maison principale d'une station de moutons de 1000 acres sur la rivière Darling. J'espère que l'air pur et le grand ciel changeront ma chance. La scène finale se déroula avec un sentiment étrange de satisfaction et de libération. Alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à la campagne, j'avais un moment de réflexion sur les événements tumultueux qui avaient marqué ces derniers mois. Mon projet de restauration de zones humides était en pleine marche, et bien que la fortune ne fût pas au rendez-vous, j'étais heureux de contribuer à quelque chose de positif. Les jours passaient et les souvenirs des batailles juridiques et des intrigues semblaient s'éloigner, remplacés par le calme du paysage et le travail gratifiant. J'avais l'impression de commencer une nouvelle page de ma vie, loin des scandales financiers et des manipulations sordides. Les retombées médiatiques et les spéculations avaient laissé leur empreinte, mais elles n'avaient pas défini mon avenir. Au contraire, elles m'avaient offert l'occasion de repartir à zéro et de redéfinir ma voie. L'air frais et les vastes horizons de l'Outback étaient exactement ce dont j'avais besoin pour une renaissance personnelle. En regardant les résultats de mes efforts et la manière dont les choses évoluaient, j'étais satisfait d'avoir pris les bonnes décisions malgré les défis. Peut-être que la vie dans l'Outback n'était pas ce que j'avais imaginé, mais c'était le commencement d'un nouveau chapitre plein de promesses. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de signe pouce vers le haut aimé, montrez votre appréciation en cliquant sur j'aime
pour soutenir l'auteur et encourager de futures histoires. Bulle commentée, partagez vos pensées et impressions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos retours sont précieux. Cloche vous abonner, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures et récits captivants. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre partagée, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi en profiter. Plus on est de fous, plus on rit. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures.